Ma petite amie refuse de faire quoi que ce soit de sa vie et vit en me parasitant. Elle ne me laissait pas rompre avec elle, donc j'ai dû prendre des mesures extrêmes pour obtenir ce que je voulais. Il y a environ 2 ans, ma petite amie a abandonné l'université, et depuis, elle est devenue une personne pathétique et répugnante. Je sais que ça semble dur, mais je travaille littéralement entre 50 et 60 heures par semaine pour nous faire vivre parce qu'elle est, selon elle, trop belle pour travailler. Aujourd'hui, je suis rentré du travail à 18 heures pour la trouver au lit, entourée de boîtes de plats à emporter à moitié mangées, sans s'être ni lavé ni même brossé les dents. Elle n'est sortie de son lit que pour aller chercher la nourriture à la porte. J'avais passé une journée difficile au travail, et voir ça m'a fait exploser. J'ai élevé la voix en lui disant qu'elle ne pouvait pas vivre comme ça, et en réponse, elle est devenue violente physiquement. Je voulais rompre avec elle sur le champ, mais elle m'a manipulé émotionnellement en me disant qu'elle n'avait personne vers qui se tourner. Elle est restée au lit le reste de la journée, et quelques heures plus tard, je suis allé dans sa chambre lui dire que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je me fiche de savoir vers qui elle se tournera, mais pour ma santé mentale, je ne peux plus rester avec elle. Elle a essayé une nouvelle fois de me faire culpabiliser, et quand ça n'a pas marché, elle s'est levée. Elle a couru à la cuisine, a pris une paire de ciseaux et a menacé de se faire du mal. Je n'ai pas pris le risque de penser qu'elle bluffait et j'ai accepté de rester avec elle. Elle dort actuellement, mais j'ai décidé que je romprai avec elle demain. Si elle recommence et passe à l'acte, ce ne sera pas ma faute. Je m'en fiche. Mise à jour 1. Hier soir, alors qu'on se préparait à aller se coucher, je ne me suis pas changé et je suis resté debout à lui dire qu'on devait parler. Au début, elle souriait et sautait sur le lit, pensant que je ne parlais pas sérieusement, mais elle a fini par comprendre. Je lui ai dit que quelque chose n'allait plus, que j'avais essayé de faire fonctionner les choses et d'être patient avec elle ces dernières années, mais que je ne savais pas combien de temps encore je pouvais attendre qu'elle trouve un travail, reprenne ses études, ou ait au moins un hobby. Je lui ai dit que ça m'agaçait qu'elle ne semble pas se soucier d'elle-même, et que je détestais son absence totale d'ambition ou de projet. C'est probablement la première fois depuis longtemps qu'elle a été aussi attentive. J'étais vraiment surpris. Elle a acquiescé à tout ce que je disais, a même proposé des endroits où elle pourrait postuler, des cours qui commençaient à l'intéresser, et m'a même proposé de la surveiller pendant qu'elle ferait ses candidatures pour me prouver qu'elle ne mentait pas. J'étais sous le choc. Dans son esprit, j'étais encore prêt à faire fonctionner la relation, et une partie de moi a cru que c'était peut-être enfin le moment où elle allait changer. Donc, ça a rendu la suite encore plus difficile pour moi et pour elle. J'ai d'abord dit que je ne l'aimais plus de la même façon, ce qui m'a lentement mené à lui dire que je ne ressentais plus rien du tout dans cette relation. Que j'étais épuisé et que je voulais un nouveau départ avec quelqu'un de plus motivé, quelqu'un qui voulait vraiment avancer dans la vie. Quand elle a compris où je voulais en venir, elle a commencé à pleurer et m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit plus tôt. J'ai répondu que je lui avais toujours demandé de cuisiner, de sortir avec moi essayer de nouvelles choses, ou de reprendre ses études, même en lui proposant de payer ses cours. Elle a dit qu'elle comprenait ça, mais elle était déçue que je ne lui ai pas dit que mon amour s'éteignait, parce que, de son point de vue, elle pensait que je l'aimais toujours autant. Elle s'est excusée encore et encore, disant qu'elle n'était pas dans un bon état mental, qu'elle n'avait aucune motivation, qu'aucun hobby ne l'intéressait. La seule chose qu'elle aimait dans sa journée, c'était passer du temps avec moi quand je rentrais. Rien de tout cela ne me touchait vraiment, à part me mettre mal à l'aise. J'ai donc essayé de continuer en disant que son style de vie conviendrait peut-être mieux à quelqu'un d'autre, mais elle m'a coupé net, paniqué. Elle a recommencé à s'excuser, à dire qu'elle allait changer, qu'elle viendrait avec moi dès demain où je voulais, et qu'elle chercherait des cours à commencer en août. Mais elle ne voulait pas me perdre, car elle n'avait plus rien d'autre dans sa vie, et détestait que je ne l'aime plus. Il y avait tellement de larmes et de morve que j'ai dit qu'on en reparlerait quand elle serait plus calme, et c'est ce qu'on a fait 1 heure plus tard. Elle a supplié qu'on reste ensemble 2 mois pour lui laisser le temps de changer et m'a promis et repromis qu'elle changerait. Encore une fois, elle a listé des endroits où elle allait postuler et a juré être une meilleure partenaire. Je ne voulais pas la rendre sans abri, alors ça m'a semblé être un compromis raisonnable, même si j'avais des doutes. J'ai ensuite réaffirmé que je voulais voir d'autres personnes, mais elle s'est montrée bien plus obstinée sur ce point que sur la question des projets d'avenir. Elle m'a demandé de lui donner 1 mois pour essayer de sauver notre relation et m'a demandé encore et encore ce qu'elle pouvait faire pour que je l'aime à nouveau. Elle ne voulait pas que je la déteste. Elle a dit que le pire dans tout ça, c'était de perdre la seule personne qu'elle avait. Elle était sur le point de s'effondrer à nouveau. J'ai donc dit d'accord, qu'on verrait où en serait la relation dans 1 mois. Dans ma tête, si je lui laisse 2 mois pour se remettre sur pied, alors dans 1 mois, elle sera déjà prête à passer à autre chose. Je ne voulais pas qu'elle fasse une crise pendant que je vivais encore avec elle, alors ce délai lui donnait le temps d'accepter. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là et je pense continuer à le faire. Elle est sortie vers 3 heures du matin pour vouloir parler encore, mais j'ai dit que j'étais épuisé et qu'on verrait ça demain. Elle a dormi par terre à côté de moi en s'excusant encore. Quand je lui ai demandé d'arrêter, elle a dit doucement « d'accord » et a pleuré un moment sous sa couverture. Mais voilà tout ce qui s'est passé jusqu'à présent.
C'est une des choses les plus dures que j'ai jamais eu à faire, mais je ne regrette rien et je me sens beaucoup mieux d'avoir vidé mon sac. Je ne sais pas où en sera la situation dans 2 mois, mais j'ai été clair, c'est la date limite. Mise à jour 2. Hier soir, elle m'a dit avoir vu sur TikTok un concept où les couples posent un téléphone sur la table avec un minuteur, et chacun partage ce qui l'a blessé. J'ai dit que c'était stupide. Si on allait parler de nos problèmes, autant le faire sans contrainte de temps. Elle a fini par être d'accord et m'a demandé de commencer en me demandant à quel moment j'ai perdu tout amour pour elle. Comme je l'avais déjà dit, ce n'était pas un seul événement, mais une accumulation constante jusqu'à ce que je sois épuisé, et je le lui ai dit. Elle m'a ensuite demandé quand j'avais été le plus en colère. J'ai répondu qu'il me faudrait un moment pour y réfléchir, et elle a dit que c'était bon. Après quelques minutes, un souvenir m'est revenu. Je n'arrivais pas à trouver les bons mots au début, puis c'est sorti tout seul. Je lui ai dit que le pire moment, c'était quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Pour faire court, le rythme était infernal. Du travail en continu, presque pas de pause, tout en apprenant constamment des choses que l'école ne m'avait jamais apprises, avec en plus l'attente d'agir comme un pro. C'était sans aucun doute la période la plus stressante de ma vie, et je pense que d'autres infirmiers peuvent s'y reconnaître. Cette année-là a forgé ma façon de penser actuelle. Que le travail acharné paie, si on a la passion et la volonté. Je lui ai dit que c'était à ce moment-là que j'avais commencé à perdre mes sentiments le plus rapidement, la voir à la maison, ne rien faire de ses journées, rentrer chez nous sans qu'aucun repas ne soit préparé, la voir sans emploi, sans envie d'apprendre quoi que ce soit, complètement scotché à Internet sans rien de concret à montrer. Je lui ai dit que cela me rendait encore plus furieux parce que je lui avais pourtant proposé des emplois avec des horaires plutôt faciles ou suggéré de trouver une nouvelle filière à l'université qui pourrait mieux lui convenir cette fois-ci, mais à chaque fois, elle rejetait mes propositions. Je lui ai dit franchement que ça me dégoûtait. Elle m'a demandé pourquoi je n'en avais pas fait un problème plus important à l'époque, que j'aurais dû lui dire tout ça, mais je lui ai répondu qu'il y a certaines choses qui ne devraient pas avoir besoin d'être dites. Je ne devrais pas avoir à lui rappeler de se laver, de manger, de faire quelque chose d'autre que de scroller passivement sur son téléphone pendant des heures chaque jour. Je lui ai aussi dit qu'après une journée stressante à l'hôpital, la dernière chose que je voulais faire était de passer mon temps à supplier ma copine de faire quelque chose de productif. Alors je me suis tue et j'ai accepté la situation parce qu'elle était encore gentille et attentionnée. Je n'avais pas d'autre raison de mettre fin à notre relation à l'époque, et c'est à ce moment que le ressentiment a commencé à grandir. C'est aussi là que je suis devenu plus dur, ce que je regrette maintenant, mais je vais quand même le dire comme j'ai dit le reste. Je lui ai dit que lorsqu'elle a abandonné les études en soins infirmiers, j'étais déçu car je pensais qu'elle avait tout à fait les capacités de faire ce que moi j'avais fait. Mais à force de passer du temps avec elle et de mieux la connaître, j'ai compris que, vu le genre de personne qu'elle était, elle n'aurait jamais pu terminer ses études, et c'est pourquoi je lui ai ensuite proposé des métiers plus simples ou des formations moins exigeantes. Bon sang, même si elle avait juste cuisiné ou trouvé un hobby intéressant, j'aurais apprécié. Mais elle a choisi de ne rien faire pendant des années. C'est juste le genre de personne qu'elle est, et c'est pour ça que mes sentiments romantiques se sont éteints au fil du temps. Elle m'a demandé si je la détestais, et j'ai répondu que je ne savais pas. Je lui ai dit qu'elle était très aimante et gentille, mais que je détestais la manière dont elle avait géré sa vie jusqu'ici. Que je ne ressentais aucune animosité envers elle après avoir tout exprimé, mais que je ne ressentais plus rien non plus. Que j'étais simplement à bout, prêt à passer à autre chose. Pendant toute la conversation, on a maintenu le contact visuel, et parfois, elle semblait au bord de l'effondrement, mais comme elle l'avait dit, elle est restée aussi calme que possible pendant que je disais ce que j'avais à dire. Je lui ai dit que j'en avais fini, et que maintenant elle pouvait dire ce qu'elle avait à dire. Mais elle m'a demandé si on pouvait continuer plus tard et s'est enfermée dans notre chambre pour le reste de la journée. Le lendemain, on s'est assis à nouveau et on a terminé la conversation. Elle m'a dit qu'elle pensait être dépressive, qu'elle ne se sentait pas triste jusqu'à cette nuit-là, mais qu'elle n'avait tout simplement aucune motivation pour faire quoi que ce soit. J'ai reçu plusieurs messages de gens me suggérant de lui demander de faire un test pour le tas, mais quand j'ai commencé à lui en parler, elle a catégoriquement refusé. Je savais qu'elle n'aimait pas les aiguilles ni les hôpitaux en général, mais le fait qu'elle refuse net de faire des tests, même après que je lui ai dit que ce n'était pas une visite médicale classique, m'a surpris. Elle m'a demandé si, en changeant ses comportements, je serais prêt à lui redonner une chance. J'ai répondu que je ne savais pas, car je ne ressentais plus rien pour l'instant, et je ne savais pas si ses efforts allaient raviver quoi que ce soit, surtout vu qu'il avait fallu que j'atteigne mon point de rupture pour qu'elle réagisse. Elle m'a demandé s'il y avait une forme de compromis possible. Je lui ai dit encore une fois que si, dans un mois, je sentais qu'il y avait de bonnes raisons de continuer, je le ferais, mais que rien ne garantissait que mes sentiments reviendraient. Cependant, je m'engageais à faire autant d'efforts qu'elle. Elle a été frustrée par ma réponse, mais j'ai dit que c'était comme ça. Elle m'a ensuite tendu une feuille sur laquelle elle avait noté des hobbies et centres d'intérêt qu'elle voulait explorer. Les deux principaux étaient la photographie et la cuisine. Elle m'a dit qu'elle s'était penchée sur ses idées tout en me montrant sur son téléphone les candidatures qu'elle avait soumises sur Indeed et Glassdoor pour des postes débutants.
Je lui ai dit que si elle arrivait à montrer un véritable intérêt ou une passion pour ses activités, je ne me soucierais même plus qu'elle travaille, tant qu'elle cherchait à s'améliorer. Mais si elle ne faisait rien du tout, alors il serait préférable qu'elle trouve un emploi pour l'aider à s'en sortir si elle devait déménager. On m'a aussi demandé en privé si j'avais des amis à qui parler. J'ai 2 collègues féminines avec qui je travaille souvent à l'hôpital et en qui j'ai une confiance totale, elles sont très rationnelles. Elles m'ont toutes les deux dit que j'allais finir par me faire love bomber et que tout allait redevenir comme avant, que je devais rester ferme dans ma décision de passer à autre chose. Ce sont des amies précieuses qui m'ont même proposé de m'héberger quelques nuits, arguant que je tomberais sous l'effet de sa manipulation si je restais près d'elle. Mais ça ne me semblait pas juste puisque je suis encore techniquement en couple, même si j'ai dit que j'y réfléchirais si la situation empirait. Je les estime beaucoup, donc j'essaie toujours de suivre leurs conseils. Malgré de nombreux messages me disant que je fais une erreur, je veux essayer une dernière fois. Même si je me sens très fermé émotionnellement et indifférent à notre situation actuelle. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que cela pouvait changer si les 2 personnes faisaient des efforts. J'ai aussi suivi le conseil de ceux qui disaient de couper les relations sexuelles, ce qui était mon intention depuis le début. Je continue donc à dormir dans le salon. Mais chaque nuit, elle dort au sol à côté de moi, même quand je lui dis que je préfère être seul avec mes pensées. Elle me répond que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut accepter. Mise à jour 3. Ma copine a été très proactive la semaine dernière. C'était une explosion d'énergie presque maniaque alors qu'elle essayait de s'intéresser à plein de choses qu'elle pensait pouvoir apprécier. J'ai tenu ma promesse de faire ma part et j'ai essayé de l'aider autant que possible. Le seul centre d'intérêt auquel elle est restée fidèle, c'est la photographie. J'ai déjà mentionné qu'elle avait une réserve de vêtements accumulés au fil des années. Elle en a vendu quelques-uns sur Depop pour avoir assez d'argent pour s'acheter un appareil photo Canon 250D, qu'elle considère adapté pour débuter. Elle s'est bien plus renseignée que moi sur le sujet. Je pense honnêtement qu'elle est restée sur ce hobby parce que ça lui permettait de passer plus de temps avec moi. Elle continuait à me demander de sortir avec elle en ville pour prendre des photos et tester son appareil. Et comme j'avais promis de faire autant d'efforts qu'elle et que je ne voulais pas être hypocrite, je l'ai fait, même après de longues journées de travail à l'hôpital. Mais il y a eu un changement radical dans son comportement. Alors qu'elle a toujours été une partenaire affectueuse, là c'était devenu beaucoup trop. Elle me demandait peut-être 8 fois par jour comment j'allais, si j'étais fâché, ce que je voulais faire du reste de la journée, etc., essayant constamment de jauger mon humeur. Quand on sortait, son besoin d'affection publique était au maximum. Elle voulait m'embrasser, me tenir la main, et rester dehors aussi longtemps que possible, même quand je lui disais que je devais me lever tôt le lendemain. C'est difficile à expliquer avec des mots. Je ne sais pas si c'était vraiment du love bombing, mais vu l'énergie qu'elle mettait dans tout ça, je m'attendais clairement à un effondrement et il est arrivé pendant la 2e semaine. Il y avait une limite à ce que je pouvais supporter avant de ressentir le besoin de faire une pause, surtout avec tout ce que j'avais vécu récemment. Mes amis du travail sont les seules autres personnes avec qui j'échange vraiment, et je leur ai tout raconté. Ils m'ont encore une fois averti que j'étais en train de me faire love bomber, comme ils l'avaient prédit, et que ça n'allait faire qu'empirer. Ils m'ont demandé ce que je comptais faire si je me retrouvais coincé avec elle au-delà des 2 mois, et j'ai répondu que mon bail se terminait bientôt, ce qui me soulageait un peu, car je serais prêt à déménager si tout tournait mal, tout en lui laissant suffisamment de temps pour se préparer. Ils m'ont exprimé leur inquiétude en me disant qu'ils me trouvaient plus fatigué que d'habitude au travail, que ça devenait visible, mais je leur ai dit que je me sentais bien. Pendant le week-end, ils ont insisté pour que je sorte avec eux afin d'améliorer mon humeur, disant que passer trop de temps dans mon appartement n'était pas bon pour ma santé mentale dans cette situation. J'ai d'abord refusé, mais après qu'ils m'aient relancé le jour même, j'ai accepté. Et pendant la majeure partie de la journée, j'étais avec eux, et j'ai vraiment passé un bon moment. En fait, cela m'a énormément remonté le moral. Naturellement, ma copine se demandait où j'avais été toute la journée. Je lui ai dit que j'étais avec des amis, et même si elle était déçue qu'on n'ait pas pu sortir ensemble, je lui ai promis qu'on passerait toute la journée du lendemain ensemble. Je continue de recevoir des messages me disant de couper les ponts avec mes amis, qu'ils me manipulent dans mes décisions. Mais pensez ce que vous voulez, je sais qu'ils sont bienveillants et veillent sur moi. Ils ont joué un rôle important dans le fait que j'ai arrêté de fumer cette année. Même si ça m'a rendu plus anxieux parfois, ça a largement amélioré ma santé. On crée des liens différents avec les gens dans notre environnement de travail, et je fais totalement confiance à mes collègues, à la vie à la mort, si je puis dire. Mise à jour 4. Quand j'ai dit que la chute émotionnelle allait arriver, j'avais raison. C'était laid, bruyant, et ça aurait facilement pu être évité en partie. Quand j'ai publié ma dernière mise à jour, je n'étais pas dans un bon état mental, donc revenir sur les événements de la semaine précédente et écrire m'a aidé à calmer mes nerfs. J'ai un peu honte de dire que j'ai recommencé à fumer un peu, mais ça m'a aussi énormément aidé mentalement, parce que j'étais sur le point de craquer. Et sans mes amis, je n'avais pas grand-chose d'autre vers quoi me tourner. Ce craquage, je ne pouvais pas leur en parler, je ne voulais pas qu'ils s'en mêlent. Un jour, pendant une de nos sorties en ville, ma copine n'était pas de très bonne humeur.
En rentrant, elle m'a dit que je semblais distant, que j'avais l'air en colère ou contrarié. En essayant d'améliorer ma communication, je lui ai dit que j'étais mal à l'aise face à son besoin constant d'affection et de validation, que c'était devenu oppressant. Comme elle dormait toujours dans le salon la nuit, je n'avais plus aucun moment seul à moi à la maison. Après tant de sorties, je me sentais physiquement et émotionnellement vidé. Pour être honnête, j'étais surtout épuisé physiquement. Et d'après ce que disent mes collègues et ma copine, cela se voit beaucoup sur mon visage. Ma copine a pris cela très mal, elle ne m'a plus parlé du tout pour le reste de la journée, ni le jour suivant. Le deuxième jour, elle était dans un état d'esprit plus sombre. Peut-être que j'aurais dû m'excuser ou mieux communiquer à ce moment-là, cela aurait peut-être évité une bonne partie de ce qui allait suivre, mais j'ai préféré profiter de ce moment rare de solitude et de repos. Et puis est arrivé le troisième jour. Beaucoup de choses se sont passées ce jour-là, et c'est à ce moment que tout a explosé et que les problèmes ont empiré durant la semaine suivante. Je vais essayer d'être aussi précis que possible. Ce matin-là, je suis parti travailler sans dire au revoir ni parler à ma copine car j'étais presque en retard. D'habitude, je vais au moins la voir avant de partir. Elle avait recommencé à dormir dans notre chambre depuis quelques jours à cause de son humeur. Au travail, j'étais de bien meilleure humeur que d'habitude, j'étais reposé, j'avais eu du temps pour moi, et je passais une bonne journée, ce qui est rare. Mes collègues sortent parfois manger après le travail, et ces dernières semaines, j'avais toujours décliné. Mais ce jour-là, je suis allé avec eux, ce qui fait que je suis rentré vers 9h ou plus tard. Il était assez tard et j'avais bu un peu. C'est là que j'ai du mal à écrire, que je bloque souvent. En arrivant à la maison, j'ai vu ma copine assise dans le salon, me fixant alors que je franchissais la porte, sans dire un mot. Ça m'a surpris. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle n'était ni sur son téléphone ni devant la télé, juste assise là comme si elle fixait un mur avant que j'entre. Elle m'a demandé où j'étais. J'ai dit que j'étais avec des amis. Elle m'a tout de suite demandé, c'était tes amis du boulot? Elle sait que je travaille surtout avec des femmes, et je lui ai déjà parlé de mes amis avant que notre relation n'en arrive là. J'ai dit oui, j'étais avec elle, on avait été dîner. Elle m'a demandé si j'avais bu. Je ne sais pas si ça se voyait ou si c'était une question au hasard, mais j'ai répondu que oui. Un silence inconfortable a suivi, bien plus long dans mon souvenir. Elle a ensuite évoqué le fameux mois de délai pour savoir si mes sentiments reviendraient, et m'a demandé si c'était le cas. J'ai mis un moment à répondre, la question m'avait pris au dépourvu. J'ai dit que j'appréciais ses efforts mais que je ne savais toujours pas où on en était et que je ne pouvais pas lui donner de réponse claire. Elle m'a répété que pendant nos sorties, j'étais distant et qu'elle sentait que je ne faisais pas autant d'efforts qu'elle pour que notre couple fonctionne. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, puisque je sortais avec elle dès qu'elle le demandait et que je faisais tout pour accompagner ses envies de hobby. Pour moi, ça ressemblait juste à une nouvelle crise de besoin d'attention. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à perdre son calme, sa voix tremblait. Elle m'a dit que j'étais silencieux, que je ne souriais jamais quand on sortait, que je parlais à peine. J'ai répondu qu'elle connaissait déjà mes sentiments, donc ce n'était pas une surprise si je n'étais pas expressif. Et j'ai précisé que c'était surtout la fatigue, pas un désintérêt pour elle. Mais je ne pense pas qu'elle m'ait cru. Elle m'a confié qu'elle suranalysait tout ce que je faisais maintenant qu'elle savait que j'avais perdu mes sentiments, et qu'elle ne savait pas quoi faire pour que je l'aime à nouveau. Je lui ai répété, qu'elle trouve une passion, n'importe laquelle, qu'elle fasse quelque chose de ses journées. Elle m'a répondu que cela faisait 2 semaines qu'elle était aussi active que possible, au point d'en être mentalement à bout, et que malgré ça, mon humeur ne changeait pas. Elle se demandait si quelque chose allait vraiment changer d'ici la fin du mois. Et c'est là qu'elle a craqué. En larmes, la voix brisée, elle m'a dit combien elle m'aimait, combien d'amour et d'affection elle m'avait donné pendant toute notre relation, pour que je la rejette pour ce qu'elle juge être une excuse. Elle m'a demandé si je l'avais vraiment aimée. Elle m'a dit que même si elle était blessée, trahie, en colère, elle m'aimait encore et voulait continuer cette relation. Qu'elle n'aurait plus rien si je partais. Ni personne, ni endroit, ni avenir. Qu'elle perdrait toute envie de vivre. Je pourrais dire beaucoup de choses sur ce moment, mais je ne peux pas vraiment exprimer à quel point elle était brisée émotionnellement. Elle hurlait parfois, pleurait à s'en étouffer, et je suis resté figé, c'est la première fois que je la voyais dans un tel état. Elle répétait qu'il n'y aurait plus de raison de vivre si c'était la fin. Peu importe le travail qu'elle trouverait. Un mois ne suffirait pas. Elle savait que je ne voudrais plus d'elle, qu'elle n'aurait plus rien. Après ça, elle s'est enfermée à nouveau dans notre chambre pendant plusieurs jours. Quand j'essayais de frapper pour parler, elle hurlait que je parte, alors je partais. Quelques jours plus tard, elle s'est enfin calmée suffisamment pour qu'on puisse se reparler. Elle était toujours affectée, mais très désolée pour ce qu'elle avait dit et fait. Elle m'a dit que tout ça, c'était sous le coup de l'émotion, qu'elle ne le pensait pas vraiment. Et les jours que j'ai enfin pu passer seul, sans elle ni mes amis, m'ont donné la clarté mentale dont j'avais besoin pour faire ce que j'aurais dû faire un mois plus tôt. Je lui ai dit, le plus calmement possible, que c'était fini. Qu'il n'y avait plus aucun espoir pour nous. Que je ne voulais plus être en couple avec elle. Je lui ai dit que je la laisserais rester encore 2 mois, le temps qu'elle puisse trouver un emploi,
et que je l'aiderais à se remettre sur pied. J'ai aussi précisé que si, d'ici là, elle n'avait rien fait de concret, je partirais et déménagerais. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois d'une manière beaucoup plus résignée, ce qui a failli me faire craquer, mais elle a accepté les conditions. C'était enfin terminé. Elle a réussi à décrocher un emploi dans un supermarché environ une semaine plus tard, mais seulement à temps partiel, car c'était tout ce qu'on lui proposait. Après notre confrontation finale, notre communication était quasiment morte. Lorsqu'elle ne travaillait pas, elle restait seule dans sa chambre toute la journée et la nuit. Moi, je dormais toujours sur le canapé, à ce stade, j'y étais habitué, et ça ne me dérangeait plus vraiment. Ça peut sembler égoïste ou cruel à dire, mais je me suis senti incroyablement libre et heureux, au moins pendant un moment. Je n'ai pas informé mes collègues de ma rupture quand elle a eu lieu. Je continuais simplement à leur dire vaguement que nous travaillions sur notre relation. Pendant cette période, je sortais beaucoup plus souvent après le travail avec eux, car rester dans l'appartement devenait pesant et déprimant. J'avais atteint un pic de bonheur que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Puis tout s'est effondré la semaine suivante. J'ai attrapé une pneumonie et j'ai dû arrêter de travailler pendant 2 semaines pour me rétablir. Au début, je pensais que ce n'était qu'un simple rhume, mais un jour, c'est tombé d'un coup, mes poumons semblaient fonctionner à moitié. Impossible de respirer profondément sans partir dans une quinte de toux, et j'étais constamment fatigué. Même en écrivant cette mise à jour, alors que la plupart des symptômes sont partis, j'ai encore besoin d'un inhalateur pour respirer parfois. Pendant ces 2 semaines, je dormais presque tout le temps. En moyenne 12 à 14 heures par jour, et le reste du temps, j'étais allongé. Quand je lui ai dit ce que j'avais attrapé et qu'elle m'a vu dans cet état, elle m'a proposé de me laisser la chambre, mais j'ai refusé en disant que ça allait. Comme elle travaillait à temps partiel, elle passait encore beaucoup de temps à la maison. Durant les premiers jours, elle me laissait tranquille. Mais vers le milieu de la première semaine, elle a commencé à venir me voir de temps en temps pour s'assurer que j'allais bien ou pour me proposer à manger. Honnêtement, je détestais le fait que ma maladie nous oblige à interagir à nouveau, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que c'était extrêmement gênant et étrange d'avoir à dépendre d'elle pour certaines choses, même pas une semaine après notre rupture. Je ne me sentais pas bien au point d'aller faire les courses comme d'habitude, et comme elle travaillait déjà dans un supermarché, elle a insisté pour s'en charger. Quand je lui ai tendu ma carte, elle l'a refusée et a dit qu'elle paierait elle-même. Au début, je me nourrissais principalement de fruits et de biscuits, mais elle m'a dit que si je voulais guérir, il fallait manger des repas complets, alors elle s'est mise à cuisiner pour moi, même quand je lui disais que je ne voulais rien. Mais malgré cela, on ne mangeait pas ensemble. Elle retournait dans sa chambre après s'être occupée de moi. Puis, au début de la 2e semaine, elle a commencé à s'asseoir avec moi quand j'étais réveillé, et à me parler. Elle me racontait sa journée, ses collègues, tout un tas de choses. J'ai eu l'impression que c'était des choses qu'elle voulait me dire depuis longtemps, mais qu'elle n'avait pas pu à cause de tout ce qui s'était passé. Et une fois qu'elle a commencé à parler, elle ne s'est plus arrêtée. Et franchement, j'ai apprécié l'écouter. C'était différent. Peu à peu, on est passé à regarder la télé ensemble quand je n'arrivais pas à dormir, puis à parler de nos problèmes enfouis depuis longtemps. C'était extrêmement cathartique. Il n'y avait pas de cris, pas de disputes, juste de l'écoute. On n'avait pas eu une telle discussion depuis des années, depuis l'époque où on était juste amis et camarades de classe. Un jour, durant la 2e semaine, j'étais très mal, je ne voulais rien faire ni parler, mais je ne pouvais pas dormir à cause de ma toux. Elle n'est pas allée travailler ce jour-là et elle est restée longtemps à mes côtés. On n'a pas échangé un mot, mais elle s'est assurée que je mangeais et buvais. Je ne peux pas vraiment mettre en mots ce que ces 2 semaines m'ont fait ressentir vis-à-vis de notre situation, mais je dirais simplement que ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir. Depuis que je suis rétabli, j'ai fait un effort pour discuter avec elle, sans forcer, contrairement au mois précédent. Juste des conversations simples, sur ses photos, son travail, ses collègues, peu importe. Elle passait moins de temps dans sa chambre, et plus dans le salon avec moi, à me raconter ses journées, et moi les miennes. Et au fil de ces semaines, on est passé de couple à amis, de manière plus naturelle, plus fluide. Ça devenait plus facile de se parler. Même si, malgré tout, il y avait une barrière entre nous, quelque chose laissé par notre dernière dispute. C'est difficile à expliquer, mais c'était bien là. La date limite que j'avais fixée pour partir approchait, septembre, à la fin du bail. Mise à jour 5. Septembre est arrivé rapidement, et mon bail touchait à sa fin. J'ai pris la décision de ne pas le renouveler. J'avais besoin d'un nouveau départ, loin d'elle et des souvenirs de notre relation. J'y pensais depuis des semaines, et même si j'étais reconnaissant des moments de connexion que nous avions partagés pendant ma convalescence, je savais que je ne pouvais pas rester. Le dernier samedi du mois, je lui ai dit qu'il était temps pour moi de partir. J'ai expliqué mes raisons en essayant de rester calme. Je lui ai dit que j'avais besoin de me concentrer sur moi-même et mon avenir, et que vivre ensemble n'était plus une option viable. J'ai vu son visage changer à mesure que mes mots faisaient leur effet. Elle a commencé à pleurer, et une dispute a éclaté presque immédiatement. Elle m'a accusé de l'abandonner,
de ne pas me soucier de tout ce que nous avions traversé. Elle criait que je jetais notre amour à la poubelle sans raison, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je partais alors que nous semblions mieux nous entendre. J'ai essayé de lui répondre calmement, mais ses accusations faisaient mal. Je lui ai dit que je ne l'abandonnais pas, mais que j'essayais de prendre soin de moi. La dispute a pris de l'ampleur, elle est devenue de plus en plus agitée. J'ai vu la douleur et la colère dans ses yeux, puis c'est devenu effrayant. Dans un moment de rage, elle s'est jetée sur moi. Je ne l'ai pas vue venir. J'ai été pris au dépourvu et avant de comprendre ce qui se passait, elle m'a frappé au visage. J'ai reculé, choqué, confus. Lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle avait fait, elle s'est figée, son visage est passé de la colère à la panique. Elle s'est mise à s'excuser, mais je ressentais déjà la trahison. Je suis sorti de la pièce pour reprendre mes esprits. Mon cœur battait à toute vitesse, l'adrénaline me traversait. Je ne savais pas quoi faire. Après quelques minutes, j'ai décidé de sortir de l'appartement pour prendre l'air. J'ai roulé sans but précis, le poids de ce qui venait de se passer me tombant dessus. J'ai fini à l'hôpital après avoir appelé un ami qui a insisté pour que je me fasse examiner. J'ai attendu dans la salle d'attente, honteux et perdu. Je ne voulais pas en faire toute une affaire, mais je savais que je devais voir un médecin. Après un examen rapide, on m'a confirmé que physiquement j'allais bien, mais on m'a conseillé de prendre le temps de réfléchir à l'impact émotionnel de ce qu'il s'était passé. Je suis resté là pendant quelques heures, surtout en silence, à réfléchir à tout ce que nous avions vécu. La réalité de notre relation m'est apparue plus clairement. Une fois sorti, j'ai pris un moment pour rassembler mes pensées. J'étais en colère, déçu, soulagé. J'ai compris qu'il fallait que je lui parle une dernière fois. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je ne porterais pas plainte. Je ne voulais pas envenimer les choses, mais je devais être clair. Je lui ai dit de ne plus jamais me recontacter. Je lui ai rappelé qu'elle avait une chance de se relever, mais qu'elle devait l'utiliser intelligemment. Je ne voulais plus aucun contact. J'étais prêt à tourner la page, et j'espérais qu'elle pourrait aussi guérir. J'ai appuyé sur envoyer, et un étrange sentiment de calme m'a envahi. C'était enfin fini. Le lendemain, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé. J'ai laissé derrière moi les souvenirs, les disputes, et l'amour qui avait existé. Il était temps pour moi de recommencer à zéro, loin de tout ce qui m'avait freiné. Je ne me suis pas retourné en fermant la porte pour la dernière fois.